Port de Troyes présente l'étape du jour avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Bonjour à tous, c'est la première grandeur de vérité, celle qu'on attend à cette étape du Tour est pas tout à fait comme celle que nous avons vécue jusqu'à ce jour, car aujourd'hui plus d'excuses, le terrain est propice, nous attendons les grandes manœuvres. Avec Bernard Thévenet, avec nos motos, nous allons vivre une journée particulière parce qu'il y a cette montée sur Hautacam et parce que surtout nous avons découvert des dizaines de milliers de spectateurs, l'image du peloton et des échappés peut-être qui arriveront tout à l'heure à Hautacam, ça va être quelque chose, car le rapport qu'il y a entre le public des Hautes-Pyrénées, les Espagnols qui ont traversé la frontière avec le Tour de France, c'est de l'amour. J'ai bien dit de l'amour, c'est incroyable la passion qu'il y a ici pour le Tour de France et pour Miguel Indurain. Il y aura un match entre Miguel Indurain et Virenque car il y a leurs supporters. Il y en a bien d'autres, il y a Leblanc, il y a tous les autres. Mais surtout dans la montée, il y avait une cote d'amour pour Miguel Indurain, une cote d'amour pour Richard Virenque qui était impressionnante. Alors très vite la situation, ces trois hommes que vous découvrez là, Piccoli, meilleur grimpeur du Tour d'Italie, Laurent Roux, encore lui, le Français qui a attaqué une nouvelle fois, et Pascal Richard, vainqueur d'étape déjà sur ce Tour de France. Ces trois hommes sont partis dès le kilomètre 29. Ils ont compté un maximum de 7 minutes et 30 secondes d'avance. Nous sommes 100 km plus loin. L'écart n'est plus que de 3 minutes 45 secondes. C'est dire qu'il a été divisé par deux et que, sauf grande surprise, eh bien, le peloton devrait pouvoir revenir sur ces hommes. Peloton lancé ici avec, on l'a vu depuis le début de cette étape, les Carrera très actifs, mais également les coéquipiers de Luc Leblanc et de Richard Virenque. Donc les Festina et les Polti, c'est encore le cas donc en tête de ce peloton. Ils sont décidés à ramener tout le monde pour l'explication finale dans la montée d'Hautacam. Une montée, Bernard Thévenet, qui peut et qui doit faire des écarts. On espère que cette montée fera des écarts et puis aussi c'est une montée qui est difficile. Je pense que tous les grands coureurs, tous les grands favoris vont venir s'expliquer dans cette montée. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus beaucoup d'étapes pour pouvoir déstabiliser Bjarne-Riis. Et puis que demain c'est encore une étape difficile. Alors il faut essayer de faire travailler l'équipe Télécom et faire des efforts à Bjarne-Riis. Alors nos motos sont en course, on va tout de suite joindre Jean-René sur la moto 1. Jean-René, les trois hommes se sont très bien entendus et puis depuis quelques temps on a vu que Pascal Richard passait beaucoup moins et il semble qu'on soit, j'allais dire, presque résigné. Oui, presque résigné. Bonjour Patrick, bonjour Bernard. Effectivement, presque résigné. Il faut dire que cela fait 100 km. Pratiquement, nous sommes au 128e kilomètre. Écart qui nous est donné à l'instant 3 minutes 28 secondes. 3 minutes 28 secondes, dernier écart. On semble effectivement résigné car cela fait 100 km. Donc que les hommes de tête, les trois hommes de tête se sont régulièrement relayés sans réussir. Quand ils ont atteint tout à l'heure les 7 minutes 30 secondes, on a cru à un moment qu'ils allaient peut-être encore augmenter leur avance, mais il y a eu à ce moment-là, en tête du peloton, un tempo assez soutenu, maintenu par les Télécoms, puis par les coureurs de la formation Carrera, puis par les coureurs de la formation Festina, car il y a de très nombreuses équipes qui ont des intérêts dans l'étape d'aujourd'hui, et ce tempo adopté en tête du peloton a fait fondre l'avance qui maintenant est légèrement inférieure à 4 minutes sur une route belle, large, il y a beaucoup de monde, il fait chaud, comme hier, on nous parlait tout à l'heure de 33 degrés, ce qui situe donc le niveau de température à peu près au même niveau qu'hier. Ce sont donc pour l'instant les conditions de course, et avec trois hommes qui sont, c'est vrai, au niveau du rythme, au niveau de la rue, au niveau de la volonté, un ton en dessous par rapport à ce que l'on avait observé depuis le début de l'après-midi. À l'arrière maintenant avec Jean-Paul Olivier, où nous annonçait un abandon, Bertolini, peu de coureurs en difficulté, autrement Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour à tous, peu de coureurs en difficulté effectivement, nous sommes au 126e kilomètre, nous sortons de Chelles-des-Bas, c'est-à-dire qu'il nous reste 73 km à accomplir. Et ici c'est le traditionnel balai des porteurs d'eau, chacun s'approche de sa voiture de directeur sportif pour se remplir les poches et les porter vers l'avant. Et nous avons vu Miguel Indurain s'arrêter, il s'est arrêté mais pour satisfaire ce qu'il est convenu d'appeler un besoin naturel. Il a été attendu par Alonso et quelques minutes après il était suivi de son frère pour la même raison. Donc maintenant Prudencio Indurain du reste regagne le peloton
Et rien à signaler donc pour l'instant. Peloton groupé. Alors Bernard Riss, hier dans l'émission de Gérard Rolls dans Vélo Club, ne disait pas qu'il s'était arrêté pour faire un petit besoin naturel. Il disait tout simplement, avec son merveilleux accent, je me suis arrêté pour faire un petit pipi. Et j'ai trouvé ça absolument charmant. Alors aujourd'hui, il y a presque deux courses, Bernard. La course dans la plaine, même si vous le verrez dans quelques instants, la route va être beaucoup plus difficile que ce qu'on peut penser quand on regarde le plan de l'étape du jour. Donc ça, c'est une, j'allais dire, une première mi-temps en quelque sorte. Et puis la deuxième mi-temps qui va d'ailleurs durer à peu près le temps d'une mi-temps de football. L'ascension va durer une quarantaine de minutes. Et bien là, ça va être un autre match qui va commencer. Et quand on se souvient que l'autre jour, Miguel Indurain a perdu 3 minutes en 3 ou 4 km, on se dit que sur une ascension comme ça, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de grandes ascensions depuis plusieurs jours dans le Tour de France, on peut s'attendre à des écarts si la bagarre est déclenchée très tôt. Oui, il n'y a pas de... Personne n'est à l'abri d'une défaillance, personne n'est à l'abri d'un mauvais jour, parce que ça peut arriver, il se peut que quelqu'un des principaux favoris soit dans un mauvais jour. À ce moment-là, ça devient extrêmement difficile. Au début, nous avons craint qu'il y ait deux courses, celle pour la victoire d'étape et celle pour le maillot jaune. Mais finalement, le fait que des équipes roulent en tête du peloton, que beaucoup d'équipes roulent en tête du peloton, tendrait à nous prouver que les équipes intéressées au classement général ont vraiment envie de faire la course et de ne pas être perturbées par une éventuelle échappée. Parce qu'à l'avance, s'il y a des hommes à l'avance, ça peut brouiller un petit peu les cartes dans le peloton. Et apparemment, les grands voudraient bien s'expliquer entre eux, uniquement entre eux. Double explication, Bernard. Les coureurs ont envie de revenir sur les échappées pour que la course soit parfaitement claire. Mais aussi, si on a vu les équipiers de Leblanc et de Virenque rouler vers l'avant, c'est pour durcir la course, bien évidemment, mais aussi parce qu'eux ambitionnent une place au classement général, c'est certain, mais aussi une victoire d'étape. Une victoire à Hautacam. Leblanc, qui avait gagné il y a 2 ans, est bien placé pour en parler. C'est prestigieux. Et Richard Virenque voudrait absolument aujourd'hui gagner. C'est pour ça qu'il a mis quelques équipiers de Festina à l'avant. Oui, oui, c'est une victoire prestigieuse aujourd'hui. Parce que c'est un lieu qui commence à être connu du Tour de France. On sait que c'est seulement un grand grimpeur qui peut l'emporter ici. Et c'est la raison pour laquelle les principaux protagonistes de cette montée et surtout les principaux grimpeurs qui ont montré, notamment dans l'étape de Superbès, qu'ils étaient capables de se projeter à l'avant dans les cols, dans les arrivées en sommet, eh bien ce sont Virenque et Leblanc. Espérons que leur collaboration se passera un petit peu mieux qu'à Superbès. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes ici. Alors les 3 hommes de tête sont à 4 km du sommet de la côte de Pouillastruc, une côte classée en 4e catégorie, avec un peloton qui est en avance sur l'horaire moyen, puisque cette course est partie sur des bases assez élevées compte tenu du relief. Alors tout le monde ce matin évoquait cette grande bagarre possible aujourd'hui. Eh bien Thierry Blanco a rencontré l'un d'entre eux, celui qui était l'attaquant numéro 1, 5 fois vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault bien évidemment. Alors pour Bernard Hinault, aujourd'hui, est-ce qu'on peut-on attendre un grand coup de Miguel Indurain? Bernard Hinault. À voir. Parce que jusque-là, on n'a rien vu, il n'a pas bougé. Faire tout sur une étape, c'est un peu risqué. S'il le réussit, bravo. Cette étape des grands cols, elle est propice aux attaques. Vous pensez que tactiquement, ça peut beaucoup bouger? Vous savez, dans un tour, tout peut se faire. Hein. Il y a beaucoup de choses encore qui peuvent se passer parce qu'il y a encore 7-8 coureurs qui sont capables de gagner le tour. Et si c'est chacun leur tour qu'ils attaquent, ça peut faire beaucoup de mal. Vous, si vous étiez encore dans le peloton, à la place de qui aimeriez-vous être en dehors du maillot jaune? Les autres sont mal placés, il vaut mieux être le maillot jaune. Ça, c'est du Bernard Hinault tout craché. En tout cas, Bernard qui, hors antenne, ne cache pas qu'il est un petit peu désabusé. Il dit, oh là là, moi si je pouvais être en face de Bernard, je peux vous dire que j'enverrais des hommes et on l'attaquerait toutes les 10 minutes. Il est un peu surpris qu'on n'attaque pas un petit peu plus. Alors que vous voyez là un coureur de la Carrera qui vient distribuer de l'eau à ses équipiers. Équipiers occupés donc à emmener un rythme soutenu pour revenir sur les 3 hommes de tête. On ne semble pas aller trop vite quand même dans le peloton. Oui, on joue un petit peu
au jeu du chat et de la souris. On ne cherche pas à revenir sur les hommes de tête trop tôt. On cherche simplement à les maintenir à proximité afin de pouvoir revenir assez rapidement. Vous avez vu les consignes du directeur sportif de Laurent Roux, comme pour lui dire n'en fais pas trop, un petit signe de la main. À propos de Laurent Roux, on va faire une petite précision. Nous avons reçu dans le nombreux courrier que nous recevons tous les jours aujourd'hui deux lettres de téléspectateurs qui s'appellent Roux, R-O-U-X, et qui nous disent mais pourquoi prononcez-vous Roux alors qu'il s'agit de Roux. L'acteur Roux, on dit Roux, on ne dit pas Roux. Et puis on va donner une réponse. Tous les Roux ne se prononcent pas Roux, mais celui-là, ce n'est pas celui-là en l'occurrence, c'est l'autre membre de l'échappée. Eh bien Laurent Roux, lui, il est d'une région où l'on prononce généralement les dernières syllabes des noms. Eh bien il souhaite qu'on l'appelle Roux. Et puis deuxième raison, il y a un autre Roux dans le peloton qui s'écrit R-O-U-S, un autre français. Donc Laurent Roux préfère qu'on ne le confonde pas avec Didier Rousse. Donc ces deux garçons préfèrent qu'on les appelle Rousse et Roux. Alors on va être très clair, lui c'est Laurent Roux, le coureur cycliste, l'autre c'est Didier Rousse, le coureur cycliste, et c'est Michel Roux, l'acteur. Vous voyez, on peut avoir des noms semblables et des prononciations différentes. C'est aussi ça qui fait peut-être la richesse de notre pays. Ce sont ces différences. Donc ne vous choquez pas de voir un Roux se faire appeler Roux. Il en va de même d'ailleurs pour le nom de certaines villes. Hein. On peut prononcer selon les appellations régionales comme Groslay. Nous on dit Groslay alors que c'est Grouillette. Enfin, bref. Et puis quand vous êtes à Bourg-l'Argental, on prononce Bourg-l'Argental, et Bourg-en-Bresse, on prononce Bourg. Je crois que c'est bien la richesse, les différences de nos régions qui sont là. Alors un petit peu, acceptons les différences. Jean-René, on roule pas très fort devant. Non, on ne roule pas très fort, Patrick. L'écart a encore diminué, 3 minutes 15. Mais j'ai l'impression aussi que les trois hommes de tête commencent à souffrir beaucoup de la chaleur. On les voit régulièrement venir à hauteur des voitures de leur directeur sportif, demander des bidons, demander des grandes bouteilles, des maxi-bouteilles d'eau minérale bien fraîche. On a vu il y a quelques instants une belle image d'ailleurs, c'est-à-dire il y avait une grande bouteille, une maxi, donc d'1,5 litre, et les trois coureurs se sont passés cette bouteille, ont enlevé chacun leur casquette, se sont arrosés le cuir chevelu et ont remis la casquette pour garder de la fraîcheur. Tout cela pour vous prouver donc que la chaleur commence à user, à faire ses effets, alors que nous sommes au-delà des 130e kilomètres. Voilà l'image que nous proposait au ralenti il y a quelques instants Régis Forestier. Et les trois hommes visiblement éprouvés par la chaleur, mais également désireux d'en garder un petit peu parce que l'étape est encore longue. J'allais le dire, ils sont démotivés parce qu'ils savent que le peloton les a pris en chasse et qu'ils ne pourront pas aborder le pied de Hautacam avec suffisamment d'avance pour entrevoir la victoire. Et bien du coup ils se laissent un petit peu aller et ils vont attendre le retour du peloton et n'ont malheureusement pas beaucoup d'autres solutions. L'arrivée sera jugée donc à Hautacam au-dessus de Lourdes. Et c'est, vous qui aimez le sport et qui nous regardez, Jean-Pierre Garuet, celui qui fut en son temps le... Ah, accélération pour le classement de la montagne sans doute de Laurent Roux. Alors que là, il y a un peu de monde sur le bord de la route, mais ce n'est rien, mais rien du tout à côté de ce qui nous attend dans la montée d'Hautacam. Vous allez voir des images absolument étonnantes. Dès cette nuit, la route était envahie. La préfecture avait prévu de fermer la route à 13 h aujourd'hui. Eh bien, elle a été fermée dès 5 ou 7 h ce matin. Il y avait déjà trop de monde. Et ensuite, il fallait monter à pied. Alors, est-ce qu'il se contente de faire le Grand Prix de la montagne? Pas du tout. Patrick ? Il part tout seul, Laurent Roux. Jean-René.
Oui, ils ne sont plus en fait que deux. Il y a Laurent Roux qui a attaqué, Piccoli qui est parti en contre et Pascal Richard qui a été irrémédiablement décramponné. Pascal Richard qui a gagné une belle étape l'autre jour, qui s'est beaucoup dépensé. On l'a vu depuis plusieurs jours dans de nombreuses échappées. J'ai l'impression tout simplement, bon il a du métier Pascal Richard, hein, il a 32 ans, mais enfin j'ai l'impression aussi qu'il paye l'addition. Ça fait plus de 100 km qu'il est en tête et Pascal Richard là qui est juste à côté de nous, qui est en train de s'arroser avec un bidon d'eau fraîche, qui a coupé complètement son effort et qui ne fera pas l'effort, c'est clair, pour revenir sur les deux hommes qui sont partis, à savoir Laurent Roux et l'Italien Piccoli. Confirmation du passage au sommet avec Roux, Piccoli, Richard. Donc Richard qui semble renoncer lui, et Laurent Roux préfère se lancer dans une longue chevauchée. Il est loin de l'arrivée, il faut en être conscient, puisque nous sommes là à 64 km 500 de l'arrivée. Alors qu'on nous l'avait annoncé, voilà, les éleveurs du coin ont habillé des vaches aux couleurs du Tour de France. Donc chaque maillot, maillot à pois, maillot jaune et maillot vert. Joli clin d'œil des éleveurs des Hautes-Pyrénées. Je vous rassure, les vaches n'ont pas été peintes. Ce sont des chasubles qui ont été placés sur les ruminants des Hautes-Pyrénées. Alors il s'est lancé dans une belle galère là, parce que 64 km ici, c'est pas 64 km dans la Beauce. Mais il va être rejoint, je pense, par Piccoli. Hein. Il a intérêt d'ailleurs à l'attendre parce que seul, c'est se lancer dans une aventure impossible. Et il m'avait semblé tout à l'heure qu'il s'était retourné, qu'il avait aperçu Piccoli, mais on a l'impression que Laurent veut essayer d'aller seul. Alors, je ne pense pas que Piccoli soit très loin derrière lui. Peut-être qu'il se retourne. On va peut-être bientôt apercevoir Piccoli derrière lui. En tout cas, Laurent Roux a fait preuve de beaucoup de caractère au cours de ces derniers jours. Ah, il est assez loin quand même, Piccoli. Hein. Il n'arrive pas à le rejoindre. Alors, en attendant que Piccoli tente de revenir sur Laurent Roux, on va entendre ceux qui doivent être les grands animateurs de cette étape dans son final. On parle bien sûr de Richard Virenque. Richard Virenque qui semblait serein à la veille de ces deux grandes échéances. Ben ouais, c'est aujourd'hui ou jamais, demain ou jamais. Il y a une belle arrivée, donc on verra si on arrive pour la gagne ou si on arrive pour le général, ça dépend. Une étape avec des cols comme ça, comme Pampelune, ça fait peur le matin. Dans la journée, il faut se placer où? Est-ce que quand on a des moments de défaillance, comment on réagit? Ah non, ça fait pas peur le matin pour ma part. C'est au contraire, je suis enthousiaste quand je sais qu'il y a une étape 4. Il y en a beaucoup qui ont peur, mais moi j'aime bien. Indurain prépare un grand coup? Je l'espère, que Indurain qui prépare un grand coup, que d'autres en préparent aussi, et ça sera pas mal. Richard Virenque qui évoquait à la fois l'étape de Pampelune, donc de demain, et celle d'aujourd'hui, vous l'aurez compris. Jean-René. Jean-René. Oui, Patrick, je voulais simplement vous dire qu'il y avait pour Laurent Roux une décision à prendre, soit attendre que Piccoli revienne et roule avec lui, soit décider de continuer seul. Eh bien, on a vu dans la localité de Boulin que nous venons de traverser, on a vu Laurent Roux à 3 reprises se retourner, regarder l'attitude de Piccoli, Piccoli qui avait vu à sa hauteur monter son directeur sportif, qui lui a donné bien sûr des boissons fraîches, des bidons d'eau fraîche, et comme Laurent Roux voyait que l'écart ne diminuait pas, que le trou n'était pas bouché, eh bien Laurent Roux a finalement pris la décision de continuer seul. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais apparemment c'est un choix définitif, et il y a entre les deux hommes un écart qui grandit, qui est maintenant à peu près, estimons-le, à 200 mètres entre les deux hommes, alors que nous sommes dans un faux plat montant. En tout cas, c'est révélateur de l'état de forme de Laurent, hein, Bernard Thévenet, parce qu'il a fait plus de 100 km d'échappée. Il n'était que 3, hein, il y a eu de nombreux relais. Et là, il est à la relance, il est encore très puissant. Il termine le tour. Nous sommes déjà à mardi, le tour se termine dimanche. Il est dans la 3e semaine du Tour de France avec
un état de fraîcheur assez étonnant. Oui, surtout qu'il est au charbon depuis un bon moment, c'est-à-dire qu'il se lance dans des échappées depuis très longtemps. On l'a vu sur les 5 dernières étapes, on l'a vu à l'ouvrage au moins 4 journées d'affilée. Et hier, il aurait bien voulu être dans l'échappée parce qu'il passait chez lui, mais malheureusement, toujours dans ces cas-là que l'on rate le bon coup. Ici, je crois que c'est Van der Slagmolen, un ancien coureur, qui est maintenant le mécanicien de l'équipe et qui vient lui donner des conseils, qui vient surtout le renseigner par rapport à l'écart sur Piccoli et surtout il vient le renseigner sur l'attitude de Piccoli à l'arrière. Là, c'est quand même une drôle de gageure. C'est assez courageux de se lancer dans une aventure comme ça. Ah, c'est oui, c'est une aventure qui va durer un bon moment. Parce que là, si Piccoli ne réussit pas à le rejoindre à l'allure où se lance maintenant Laurent Roux, Piccoli aura beaucoup de peine pour le rejoindre. Eh bien, Laurent a encore beaucoup de chemin à faire contre un peloton qui risque de lui jouer un mauvais tour. Parce que le peloton risque de le laisser à 3-4 minutes devant pendant un bon moment et de fondre sur lui juste sur la fin. Qu'est-ce qu'il faudrait un coureur comme ça, au pied d'Otakam, pour pouvoir résister au retour de tous les grands grimpeurs et de tous les attaquants de ce tour? Un coureur qui a fait une très longue échappée comme celle-ci, pour être à peu près assuré du succès, on ne l'est jamais, mais pour avoir une chance normale de succès, je pense qu'il faut entre 8 et 10 minutes d'avance. Le peloton entre à Boulin à 62 km de l'arrivée. Et la situation pour l'instant pour les leaders est très simple. On devrait déclencher les hostilités au pied d'Otakam. Et on retrouve en tête de ce peloton les équipes qui sont très intéressées par la victoire d'étape, c'est-à-dire les Polti avec Leblanc, les Festina avec Biranc et les Carrera d'un côté avec Chiappucci que l'on n'a pas encore vu en très bonnes conditions jusque-là, et puis l'Autrichien Luttenberger qui est leur leader au classement général. Jean-René. Oui, Patrick, nous sommes à côté de Jan van der Smolen, justement, le mécanicien de la formation TVM. Bonjour Jan, on se retrouve. Déjà hier, vous étiez devant Peter Van Petegem. Aujourd'hui, vous êtes derrière Laurent Roux. Alors, quelle est la décision de Laurent Roux, partir seul? Ah, parce que Pascal Richard, il ne veut plus y travailler. Alors, c'est pas possible de travailler pour Pascal Richard. De faire ton course toi-même. Donc, Laurent Roux, tout seul. Alors nous négocions un virage, Patrick, et nous allons retrouver. Voilà. Donc Laurent Roux, tout seul. Oui, moi je dis d'attaquer parce que quand il va Pascal Richard à l'arrivée, tu es encore deuxième et on roule pour la première place. Voilà, c'est très clair, merci, c'est clair. On roule pour la première place, donc Laurent Roux est parti seul, mais il est évidemment encore à 60 km de l'arrivée, ce qui n'est pas simple. Eh ben, Roux, en tout cas, bravo. Je ne sais pas comment va évoluer son échappée, mais je trouve qu'il faut faire montre d'un sacré cran, lui qui s'est fait voir les 4 dernières journées et qui ne semble pas se ressentir des efforts consentis. J'espère que demain, dans la grande et belle étape de montagne des Pyrénées, il ne payera pas tout cela. En tout cas, il vaut mieux parfois terminer 60e du Tour de France et s'être montré pendant 4 jours consécutifs. Exactement. Et avoir été échappé devant tout le peloton des grands leaders, plutôt que de terminer 23e. Sans s'être montré une seule fois. Ouais, n'oublions pas non plus que Laurent Roux, lorsqu'il est passé professionnel, était classé parmi les meilleurs espoirs français. Il a démontré à sa première année pro qu'il avait la classe, qu'il avait le tempérament, qu'il avait un bon physique. Et
Puis cette année, bien, il est en train de démontrer qu'il est un homme du Tour parce qu'il est capable de faire des efforts plusieurs jours d'affilée. Et c'est là où on voit un coureur qui est vraiment capable de briller dans le Tour. Voilà, l'écart se creuse entre Piccoli et l'homme de tête Laurent Roux. Alors on va écouter celui qui pourrait être l'homme de tête à l'arrivée, qui fait figure de favori aujourd'hui. D'un des favoris en tout cas, c'est le coureur qui l'avait emporté ici même il y a 2 ans. Il nous a impressionné par sa faculté à jaillir comme ça dans les derniers kilomètres. Un peu comme faisait l'an passé un Italien qui nous manque beaucoup cette année. Marco Pantani. Allez, on écoute Laurent Blanc ce matin au micro de Thierry. On arrive dans un lieu qui lui rappelle des bons souvenirs. Et au Taquem où j'ai gagné pour la première fois il y a 2 ans, pour la première édition. Ça fait plaisir de revenir aujourd'hui, surtout qu'il y a 2 ans, j'ai gagné dans le brouillard. Cette année, ça sera complètement différent. J'espère que ça ira mieux que, enfin, ça ira aussi bien qu'il y a 2 ans. On sait qu'il peut se passer des choses là aujourd'hui. Faut voir. Il se passera certainement des choses à la montée de Taquem, ça c'est certain. Mais ce qui se passera, je ne peux pas vous le dire à l'avance. Jean-Paul? Oui, Bjarne ça vient d'être victime d'une crevaison et il est reparti aussitôt, attendu par Christian N. Et il va réintégrer le peloton très rapidement. Il a réparé très rapidement aussi. Il a réparé en une dizaine de secondes. Et il est reparti, il est déjà dans la file, derrière la file des directeurs sportifs. On va essayer de découvrir, là on voit une Duren. On va essayer de découvrir Bjarne Riis qui va remonter, donc victime d'une crevaison, comme nous l'annonçait Jean-Paul. Ah, le voici, le voilà, ramené donc encadré par des équipiers. Toujours le champion d'Allemagne. Oh, il est bien protégé, hein, Bjarne Riis. C'est normal, c'est le leader, c'est le maillot jaune. Et on n'a pas trop de soucis à se faire sur l'efficacité de son équipe, la technicité de son équipe. Même si cette équipe Télécom nous surprend un petit peu, il faut le reconnaître, on ne s'attendait pas à trouver cette équipe allemande en aussi bonne position, aussi fraîche physiquement, comment dire, aussi bonne tactiquement, parce que jusque-là, l'équipe Télécom a couru très souvent de façon intelligente. Donc une bonne tactique, une bonne stratégie. Voilà, le peloton ne roulait pas vite du tout, donc Riis a pu rentrer sans aucun problème. Merci à la boule Westcam d'avoir retrouvé comme ça Bjarne Riis et de nous avoir fait vivre son retour. On se retrouve avec l'homme de tête qui compte 20 secondes d'avance sur Piccoli. Ah, 50 maintenant. On nous annonçait 20 secondes il y a quelques instants. Et derrière, Richard est à 2,10 et le peloton a plus de 4 minutes, 4 minutes 29 exactement. Il faudrait quand même pas le laisser, enfin il faudrait quand même pas, ce serait bien pour lui. Oui. Mais là, l'écart a quand même augmenté d'1 minute. Il faut un certain temps d'adaptation, disons, hein, au peloton pour réajuster son allure par rapport à celle de Laurent, puisque là, Laurent a accéléré. Alors, le peloton devra donc prendre les écarts par rapport à l'OP après, réaccélérer pour contenir l'offensive de Laurent Roux. En tout cas, s'il allait au bout, ça ferait une échappée de 170 km. Aussi bien qu'hier, mais là, ça lui ferait quand même, en plus, par rapport à hier, plus de 50 km en solitaire. Ce serait vraiment un immense exploit.
Est-il utile de vous rappeler que le final de cette étape est très particulier. L'ascension Lourdes-Otakam, 13 km 500 à 8% de moyenne, avec des passages à 9,5 et 10% qui sont vraiment redoutables. Un terrain d'attaque formidable pour les Virenque, les Leblanc, Rominger s'il en a les moyens. Littenberger aussi, qui est un bon grimpeur. Il y a tellement de monde dans la montée que de toute façon on sera obligé de passer en file indienne. Oui, de toute façon, il suffit que le coureur de tête accélère un peu. Et là, c'est facile de mettre tout le monde en file indienne dans une montée. Ce sont les Festina maintenant qui vont accélérer un peu. Ça a augmenté d'1 seconde exactement entre Laurent Roux et Piccoli. Alors qu'on se retrouve avec 4,33 donc. Seuls pour l'instant les Festina et les Carrera ont décidé de durcir la course. Le coéquipier de Luc Leblanc est là plus pour faire de la présence, j'allais dire. Car il a roulé tout à l'heure, mais maintenant il s'est écarté. Il est en 4e ou 3e position. 4e exactement. Alors Miguel Indurain aujourd'hui, tout le monde l'attend. C'est milliers de supporters espagnols dans la montée. Miguel Indurain, à qui Thierry Blanco a demandé ce matin, a posé la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il va attaquer? C'est vrai que c'est une étape difficile, animée, nerveuse. Je vais essayer de faire le maximum et voir surtout comment vont se comporter mes adversaires. Qu'est-ce qui peut se passer, Miguel? Aujourd'hui, ça va aller vite jusqu'au pied de la montée d'Otakam, à votre avis? C'est vrai que j'ai envie de faire une course rapide. J'espère que c'est le cas aussi pour Leblanc, les autres coureurs, pour qu'on puisse s'expliquer dans la dernière montée et advienne que pourra. On a vu dans la presse que l'équipe Banesto s'était un petit peu renfermée. Est-ce que vous avez des consignes? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, c'est vrai que pour l'instant, ils sont en attente de ce que je vais faire. Il reste l'étape d'aujourd'hui, de demain, et j'attends surtout beaucoup de mon équipe. Voilà, cette traduction très précise de Ludovic Rapin nous montre que si Miguel attend beaucoup de son équipe, eh bien c'est parce qu'il sent qu'il peut lui renvoyer l'ascenseur, si je puis dire. Si son équipe est capable de durcir la course et de faire le travail au pied d'Otakam, eh bien Miguel Indurain a l'ambition de gicler et d'essayer de reprendre un peu de temps à Björn Riis. Alors les positions au classement général, ils vont me les rappeler là dans ce round d'observation avant l'ascension. Eh bien Björn Riis compte 56 secondes d'avance sur Olano, 1,08 sur Berzin, 1,21 sur Rominger, 2,06 sur son équipier Ulrich, 2,38 sur Luttenberger, l'Autrichien de la Carrera, 3,16 sur Richard Virenque, le Français, et 4,38 sur Miguel Indurain. Suivent ensuite Dufaux, Escartine, Ougromov, Hamburger et Luc Leblanc, pointé à 6 minutes et 47 secondes. « 1 minute 20 maintenant entre Laurent Roux et Piccoli. Il fait un vraiment beau numéro là, Laurent. Piccoli qui a perdu 30 secondes en quelques kilomètres. Il a dû juger que son effort était vain, il va se relever. Ça serait bien pour Laurent, parce que lorsque le peloton va rejoindre Richard et Piccoli, il peut y avoir un petit moment d'hésitation. On a pu voir tout à l'heure quand même que le peloton avait accéléré un petit peu. Il s'est mis au diapason par rapport à la vitesse de Laurent Roux. Ici, c'est Van der Slagmolen qui ravitaille Laurent Roux, un ancien lieutenant des De Vlamic, Martens, les coureurs de classique belges. Ah, ça, c'est nouveau, tiens. C'est une boisson énergétique. Il va en avoir besoin d'énergie, Laurent, car il a vraiment relevé un défi assez étonnant. Se lancer aussi loin de l'arrivée dans une échappée solitaire après 100 km d'échappée à 3. Il est un tout petit peu moins de 50 km de l'arrivée. Et on est très admiratif
de ce panache, car là vraiment on peut le dire, c'est du panache. Ah, il a pris un risque, mais de toute façon il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Il ne pouvait même rien faire d'autre à part repartir avec Piccoli, mais il est vrai que si Richard ne roulait plus, ça devenait un poids mort et l'échappée était morte, elle était finie. Et pour la faire revivre, il fallait donc la remonter sous une autre forme. Et puis autre bénéfice de cette échappée, même si ça n'allait pas au bout, eh bien elle figurera dans la cassette du Tour, puisque Jean-Marc Lanoret et Jean-Bernard Contou qui fabriquent, réalisent et montent cette cassette, ne manqueront pas, même s'il y a beaucoup de choses à raconter, et on l'espère, dans l'ascension d'Hautacam, eh bien dans cette cassette qui sera en vente d'ailleurs avant même la fin du mois de juillet, oui. Eh bien on retrouvera Laurent Roux et son échappée solitaire. Oui, elle est en vente aussi, je crois, en Belgique et en Suisse, hein, parce qu'après on nous la réclame. Lorsqu'on va en Belgique ou en Suisse, on dit comment on fait pour acheter la cassette du Tour? Non, je sais qu'elle est en vente en Belgique et en Suisse. Et puis certainement que Laurent Roux aujourd'hui va avoir le titre du meilleur animateur, du plus combatif. Comme ça, demain matin, il aura son point en fromage, que lui donnera Stéphane Roche. Pour l'instant, il ne s'intéresse pas trop à ces questions. Il pense plus à distancer le plus possible le peloton. Ils étaient trois tout à l'heure échappés. Il y avait Pascal Richard, il y avait Laurent Roux et Mariano Piccoli. Il n'y a plus que deux hommes en tête. Un homme seul, donc Laurent Roux, Piccoli intercalé. Pascal Richard, lui, est en train de se faire rejoindre par le peloton. Pascal Richard s'est montré. Il avait déjà remporté l'étape du Puy-en-Velay. Et aujourd'hui, il a à nouveau fait parler de lui. Mais il est repris ici par Christophe Moreau, le coéquipier de Richard Virenque et de Laurent Brochard, qui mène le peloton à une allure, disons, j'allais presque dire confortable quand même, hein, parce qu'on n'est pas en train d'étirer le peloton. Avec Pascal Hervé ici en deuxième position, on n'est pas en train de faire mal aux adversaires. Là. Non, c'est un bon tempo. Je pense que les coureurs vont chercher pas tellement chercher à réduire l'écart, ils vont chercher à le maintenir là pour le moment. Hein. Jean-Paul? Oui, alors que de nombreuses pancartes saluent Miguel Indurain et lui souhaitent bon anniversaire. Eh bien, un petit point rapide sur le tourisme, sur la géographie, avant que la bagarre ne se déclenche, la grosse bagarre en tout cas. Nous avons traversé aujourd'hui le département du Gers, qui est un département rural, vous l'avez constaté, producteur d'Armagnac, de foie gras, de Pouzerapière, cet apéritif à base de vin pétillant et de liqueur d'Armagnac. Et puis nous sommes dans ce département des Hautes-Pyrénées, que nous n'allons pas quitter du reste, jusqu'à l'arrivée, et demain en partie aussi. Mon chef-lieu est Tarbes, bien sûr, et qui réunit les comités de Bigorre et en partie du Comminges. Beaucoup de tourisme, de l'élevage, des produits du sous-sol aussi, on les oublie souvent, avec du marbre, les fameux marbres de Saran-Colin et les ardoises. Jean-René à l'avant avec Laurent Roux qui arrive au sprint intermédiaire. Oui, il arrive effectivement à Saint-Martin, sprint situé au 152e km 500. Il lui reste 46,5 km à parcourir et un écart qui commence à de nouveau devenir intéressant puisque Piccoli, l'Italien qui a été distancé, décroché par Laurent Roux, est à 1,15, mais le peloton à 4,42. 4,42 à 46 km 500 de l'arrivée. On va voir comment dans les 10 km qui viennent va évoluer cet écart, car on peut dire que Laurent Roux solitaire est en train de nouveau de prendre une marge plus importante par rapport à ce peloton. Petite question Jean-René, puisque vous êtes le témoin direct de tout cela. Sur les lignes d'arrivée, il y a du vent, il y a même un vent assez fort qui souffle. Bon, en montée c'est moins gênant, mais là sur la dernière ligne droite d'arrivée, il souffle 3/4 défavorable. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de vent dans la plaine. Non, non, il n'y a pas de vent, Patrick. C'est ce qui explique d'ailleurs la chaleur pesante que nous rencontrons depuis le départ ce matin d'Agen. Franchement, le vent doit souffler à peu près à 8-10 km/h pour vous dire, c'est pratiquement pas perceptible.
Très bien, c'est la différence avec la ligne d'arrivée. Alors Bernard, on pouvait s'attendre à deux scénarios complètement différents pour le début de cette étape. On pouvait penser que les équipes, donc les opposants à Bjarne Riis, pouvaient prendre le risque d'emmener le peloton à une allure très rapide, comme pour essouffler les équipiers de Riis afin de les sceller dans la montée. Il semble que ce soit une autre option tactique qui a été retenue. Les adversaires de Riis assure un simple tempo et puis c'est au pied d'Hautacam qu'on devrait déclencher la bagarre. Ouais, je pense que pour pouvoir créer des écarts un peu plus importants, les adversaires de Riis auraient intérêt à lancer la bagarre assez longtemps avant le pied. Bon, c'est peut-être bien qu'il roule derrière Roux comme cela pour essayer de minimiser les dégâts, pour que l'homme de tête ne soit pas trop en avance par rapport au peloton à 30 ou 40 km du pied d'Hautacam. Mais si on veut essayer de déstabiliser Riis, je crois qu'il faut il faut absolument attaquer avant. Il faut dans un premier temps fatiguer son équipe, faire travailler son équipe, donc lancer des attaques tous azimuts. Et puis après, eh bien, d'homme à homme, on s'expliquera avec Riis. Parce que là, pour l'instant, Riis passe une journée qui est assez confortable. Et oui, mais on est en train d'accélérer justement. Ce sont les Carrera là, qui ont pris le relais. On a vu une petite cassure là en tête du peloton. C'est dire que les équipiers de Luttenberger ont décidé d'accélérer un petit peu le rythme. Et je crois que Capucci n'a pas d'ambition pour remporter cette étape. On le voit ici, il est en train de se sacrifier, Claudio, pour Luttenberger visiblement. C'est un beau geste de la part de Claudio Capucci. C'est un beau geste, mais il faut se souvenir que Claudio Capucci avait abandonné, je crois que tout le monde avait été lâché ici, il avait arrêté le lendemain il y a 2 ans. Il avait connu énormément d'ennuis sur la montée de Hautacam, mais lorsqu'on passe à un col, un endroit bien défini comme la montée de Hautacam pour la première fois et qu'on y subit un échec, on en garde un très mauvais souvenir. Par contre, si on y trouve le succès après, on est extrêmement motivé. Mais là, je ne pense pas que Capucci soit très motivé par cette montée qui a été maudite pour lui il y a 2 ans. En tout cas, avec son leader maintenant, Luttenberger, à 2,38 au général, eh bien, tout est possible. Claudio Capucci, qu'on écoute, Thierry l'a rencontré ce matin, il lui rappelait justement les mauvais souvenirs de cette montée d'Hautacam. Non. Je vais voir aujourd'hui qu'est-ce que ça passe. Mais je sais que c'était difficile être avec les premiers si je prends la montée finale avec les mieux de la classement. Parce que la mentalité, c'est différent que les mieux. Peut-être, on va voir s'il y aura un échappé. On la cherche. Alors, autrement, il y a demain. Demain, c'était vraiment difficile. Bon, vous qui regardez ça d'un petit peu près, qu'est-ce que vous pensez des chances de Riis, de celle d'Indurain, d'Olano? Quel est votre favori, Claudio? Mais moi, je pense beaucoup à Indurain. Mais... Attaque de Zabel alors que Capucci, Zabel veut juste marquer un petit point là. 2 petits points en l'occurrence. C'était la 3e place du sprint bonification qui jouait. C'est toujours 2 petits points de prix pour le maillot vert. Alors que Claudio a fait j'appelle ça un beau geste, parce que quand on était un leader comme Claudio Capucci, qu'on est monté sur le podium du Tour et qu'on est capable ainsi dans ce secteur difficile, alors qu'il sait qu'il va souffrir dans Hautacam, eh bien il est en train de se sacrifier, de prendre tout le vent. Voilà. Là maintenant il va laisser la place, mais là il a accéléré pour préparer le terrain pour Luttenberger. Elle a un bon état d'esprit cette équipe Carrera là. Luttenberger doit se sentir bien. Oui, c'est un bon état d'esprit. Et puis on peut dire chapeau aussi à Capucci, parce que des étapes qu'il pourrait remporter dans ce tour, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y avait pratiquement plus qu'aujourd'hui et demain. Et bien, je crois que Capucci n'est pas en bonne condition physique en ce moment, mais avec la carrière qu'a Capucci, s'il ne se sent pas bien, il aurait très bien pu abandonner, il aurait pu arrêter en disant non, je ne suis pas bien dans ce Tour de France, j'arrête, je me réserve pour d'autres courses, alors que là il a tenu à jouer les équipiers. Isabelle avait terminé 2e du premier sprint du jour. Il avait marqué 4 points, nous a rappelé Régis. Roux est au kilomètre 156, à 43 km de l'arrivée à Montgaillard exactement. Et ma foi, l'accélération des Carrera n'est peut-être pas la meilleure chose qui pouvait arriver à Laurent.
Avec son petit gabarit, il a tout de même une belle allure. Laurent Hooks parti depuis 120 km environ. Avec 2,17 sur Piccoli. Et le plus intéressant, ce sera de savoir ce qu'il y a avec le peloton. C'était 4,42 tout à l'heure. Jean-René? Oui, Patrick, indication, si vous voulez, l'impression, nous venons de nous placer devant le peloton qui est de nouveau très allongé avec en premier rang donc les coureurs de la Carrera et des coureurs de l'équipe Festina. Et l'impression visuelle est confirmée en fait par le chronomètre, malheureusement pour Laurent Roux. Dernier écart, 4 minutes 28, c'est-à-dire que l'avance de Laurent Roux diminue et nous précédons donc dans ce peloton qui s'est de nouveau étiré. Le compteur de notre moto oscille autour de 45-48 km/h pour vous dire qu'on a haussé le ton, haussé le rythme en tête de ce peloton de manière très très nette. Et oui, toujours sous l'impulsion des Carrera avec Chiappucci qui prend à nouveau un relais ici. Relais très appuyé. Ah, il sait faire Claudio, il a été le leader grimpeur de son équipe. Il sait ce qu'il faut faire pour amener le leader dans les meilleures conditions au pied d'un col. Et bien il est en train de le faire. On le répète, il se sacrifie, il prend du vent, il fait des efforts pour amener Luttenberger dans les meilleures conditions au pied d'Otakam. Car on parle pas très souvent de Luttenberger, on parle plus souvent de Ries, de Lano, de Berzin ou de Rominger. Mais Luttenberger n'est jamais qu'à 2,38 au classement général. On a perdu l'habitude de ces Tours de France où les écarts sont si minimes, hein, Bernard. Oui, et c'est toutes mes excuses, hein, parce que aux téléspectateurs, l'autre jour, j'ai dit que Luttenberger était suisse, il est autrichien, bien sûr. Oui, dans ces cas-là, on dit que les téléspectateurs avaient rectifié d'eux-mêmes. Voilà. Alors que le peloton a une allure beaucoup plus allongée maintenant. La Carrera s'est vraiment lancée dans la chasse, dans la poursuite. Elle ne cherche plus à maintenir l'écart, elle cherche maintenant vraiment à revenir sur l'homme de tête. Alors seront-ils relayés dans quelques instants sur cette allure très élevée par les équipiers de Richard Virenque? 4 minutes 20. L'écart diminue petit à petit. C'est bien ce qui fait le malheur de Laurent Roux, qui va être renseigné sur les écarts entre lui et le peloton et qui va se rendre compte que le peloton ne veut pas lui laisser prendre plus d'avance. Et même pire que ça, c'est que le peloton, non content de se maintenir à la même allure que lui, est en train d'accélérer pour essayer de lui grignoter le plus de temps possible. Et il aura fait ses calculs rapidement. Laurent, il se rendra compte que son avance ne sera jamais assez importante au pied de Otakam, sauf s'il y a une mésentente à l'arrière. Mais comme il y a plusieurs équipes pour l'instant qui mènent le train, c'est toujours très ennuyeux pour l'homme de tête. Et donc ça pose beaucoup de problèmes dans la tête, hein, de l'échapper, parce que fait ses petits calculs, on se dit mince, le peloton, et pourquoi il roule? Je suis là en classement général, on pourrait me laisser prendre 8 minutes, et ça a tendance à déconcentrer un petit peu. Alors une petite rectification aussi, hier notre ami Jean-Paul Olivier a cité Ognac avec le critérium d'Ognac qu'il avait programmé le 18 septembre. Alors les très sympas organisateurs du critérium d'Ognac vous remercie, mon cher Jean-Paul, mais simplement c'est pas le 18 septembre, c'est le 18 août, hein. Alors donc précision, c'est le 18 août. Et Jean-Paul ne nous entend pas, bien évidemment. Si, je vous entends, mais c'est le critérium de Vérac que je citais pour le 18 août. Non, oui, c'est le 18 août, c'est ça. C'est le 18 août et pas le 18 septembre. Donc que tout soit bien clair, le 18 août, il y a un grand critérium à Vérac. Voilà. C'était pas Ognac et c'était pas le 18 septembre. C'est Vérac le 18 août. En tout cas, ils auront eu de la pub, hein. De toute façon, c'était Rominger qui l'avait emporté l'année dernière. C'est dire qu'il y a de grandes pointures dans ce critérium. Et puis l'autre jour, on citait tous les téléspectateurs qui nous suivaient dans les départements, les territoires d'outre-mer ou très très loin de chez nous. Eh bien, nous avons reçu du courrier ce matin de Saint-Pierre-et-Miquelon. On nous suit également. Eh bien, on va rajouter à notre liste donc les téléspectateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Avec un salut à la Guyane, à la Guadeloupe, à la Martinique,
à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à tous ceux qui nous suivent de très loin. C'est une manière pour eux aussi de voir un peu le continent, la métropole. Et à Saint-Martin aussi, qu'on a vu l'autre jour. Il y a un club cycliste, enfin il y a des clubs cyclistes à Saint-Martin. Oh, que ça s'annonce mal pour Laurent. Quand on voit cette accélération là des Carrera. Vous voyez que l'allure est bien différente. Tout à l'heure 4,42.